Bonjour, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Voici à nouveau votre émission, le rendez-vous de la lecture. Aujourd'hui, je vous invite à prendre du papier et des crayons parce que vous allez avoir beaucoup d'informations à vous mettre sous la dent. Donc, il y a le volet information, comme à chaque émission, et voici. Au niveau livre, j'annonce l'apparition d'un livre de M. Jean-Pierre Malo, un livre qui est intitulé « Des Hayettes au Malo » de 1672 à nos jours. Donc, c'est un livre qui retrace la généalogie des Malo. On sait que M. Jean-Pierre Malo a déjà été propriétaire du Joliette Journal. Madame Lise Poulin, c'est un deuxième livre, nous présente son livre intitulé « Le Honduras, études sociales ». Je dois dire que c'est encore un manuscrit, mais la parution de cette œuvre ne saurait tarder. Ce sont les éditions Ulysse qui la publieront. Le livre sera disponible en librairie, chez Jean Coutu, dans les agences de voyage, et ça à l'échelle du Québec. Ça, c'est selon l'auteur. On peut s'informer davantage, puis là, notez le numéro de téléphone. On peut s'informer davantage en faisant le numéro suivant. 1-819-626-0088. Maintenant, nous avons M. Jean-Pierre Veillet, qui a déjà publié la trilogie Laïlas. Je tiens à souligner que le premier tome de Laïlas est considéré comme un best-seller pour les livres pour la jeunesse. Donc, on peut s'informer. Il ne faut pas oublier que M. Jean-Pierre Veillet est propriétaire des éditions La Mine d'Or, ici à Berthierville. Il vient de lancer un nouveau livre qui s'adresse aux enfants de 7 à 99 ans. La clé du secret des lutins. Un monde de magie. Bon. L'invention du clown, un de ses œuvres aussi, là, passé. L'invention du clown est à sa 3e édition. Et finalement, les livres de la série Blanc de nuit font des percées intéressantes dans les écoles. Gilles Tocco, de Lanoret, nous présente le 2e tome de sa trilogie intitulée « Tant que le destin le permettra ». Le 2e tome porte le titre « Capitaine de sable ». Ce 2e tome nous plonge au Moyen Âge. Donc, bataille, intrigue, amour et aventure parsèment cette œuvre à découvrir. On peut en connaître davantage en allant sur le site suivant www.giltocco.ca. Donc, je répète, www.giltocco.ca. Et là, on va en parler tout à l'heure avec notre invité, M. Jacques Poulin, mais je vais tout de suite mentionner que Mme Louise Dupré, elle a un Facebook que vous pouvez consulter. Mme Louise Dupré, qui est une grande poète, vient de remporter le prix James Sabine Gatien-Lapointe 2016. Notre invité tout à l'heure va nous parler beaucoup de Gatien-Lapointe. Pour ce recueil, le recueil de Mme Dupré est intitulé « Plus loin que les flammes ». Cette œuvre est également publiée en espagnol.
Mme Dupré recevra son prix au Mexique à la fin du mois d'octobre. Elle vient aussi de publier aux éditions du Nord-Ouest un recueil intitulé La maison hantée. Une de mes participantes à mes ateliers d'écriture a hâte de se l'acheter. Elle aime énormément Mme Louise Dupré, puis elle a hâte de se procurer ce recueil, La maison hantée. Encore une fois, tout à l'heure, on va y revenir. Mme Virginie Lachapelle vient de remporter le prix Fichet 2016, remis par l'UQTR. C'est quand même une valeur de 2 000 $. Pendant qu'on est dans les écrits des Forges, les écrits des Forges viennent de faire paraître 2 livres. Le corps du Christ pour emporter, de Caroline Rivet, et l'effet insomniaque de Pauline Michel. Ici, c'est une façon dont je n'ai pas le livre parce que le livre va être officiellement lancé au mois de novembre. Il s'agit de Mme Lise Ouellette qui publie son premier recueil de poésie. Il s'intitule L'île au milieu de nulle part. Comme vous dites tout à l'heure, ce livre sera lancé le 12 novembre à Drummondville. Elle est membre de la revue Carquois. La revue Carquois, vous pouvez aller sur Revue Carquois en faisant des recherches. Pour 35 $ par année, vous recevez 5 parutions de cette revue dans laquelle consacrée à la poésie. Ce sont des gens de la Rive-Sud qui sont les grands responsables de cette revue, mais tout le monde au Québec peut participer à cette revue-là en devenant membre et en écrivant des poèmes qui se retrouveront dans cette revue. Donc moi-même, j'envoie souvent des poèmes à cette revue-là. Madame Janine Beauséjour Riopel, dont je tiens le livre ici, originaire de Saint-Nicolas, vient de faire paraître une œuvre en 2 tomes. En 2 tomes. S'intitule Les gens de Belle-Rive. Incidemment, elle vient de se voir décerner le prix Anémone René Martin lors du concours littéraire de Lanaudière. Ce prix est pour récompenser la ténacité et la persévérance pour l'écriture chez un auteur de la région de Lanaudière. Nous envisageons d'inviter Mme Beauséjour Riopel à notre émission éventuellement. Pendant qu'on parle du concours littéraire de Lanaudière, outre Mme Janine Beauséjour Riopel, comme je disais tout à l'heure, qui a remporté le prix Anémone René Martin, les autres prix remis lors de ce concours sont allés à M. Mathieu Vogel-Robert, qui s'est mérité en poésie le prix Louis-Joseph Doucet, ainsi que le prix de la Nouvelle. Gilles Tocco, que je vous parlais tout à l'heure, a eu une mention pour le prix de la Nouvelle. Et le prix Régent Olivier pour le récit, ça a été décerné à Madeleine Leroux. Donc, ce sont des nouvelles concernant le concours littéraire de Lanaudière. Maintenant, on va aller du côté de Symphonia Lanaudière. Vous allez me dire, mais ce n'est pas de la lecture, mais quand même, la musique et la poésie sont souvent très proches.
Symphonia de la Naudière débute sa 22e saison en nous présentant le 16 octobre 2016 un spectacle au théâtre Hector Charland à compter de 14 heures en mettant en vedette, outre la Symphonia, le quatuor Claudel Canimex et Dominique Girard contrebasse. Le 21 octobre, ce sera le 9e souper concert bénéfice de Symphonia La Naudière au club de golf Montcalm de Saint-Ligory à compter de 18 heures. Pour cet événement, les artistes seront Caroline Blot, que nous avons déjà entendu ici à Bertheville, Chantal Diane, Raphaël Paquette. Le tout sera sous la présidence d'honneur de M. Alain Reich. On revient à musique et poésie. Musique et poésie a débuté sa saison le 5 octobre 2016 à la bibliothèque Saint-Ignace de Loyola en présentant des poèmes de M. Yves Bonnefoy, c'est un poète français âgé qui s'est éteint au tout début de juillet 2016. Et au mois de novembre 2016, le groupe Musique et Poésie présentera toujours à la bibliothèque Richard Charme de Saint-Ignace de Loyola, toujours à compter de 19h30, des poèmes de Marie Huguet. Bon, personnellement, j'anime des ateliers d'écriture et cette année, mes participantes et mon participant ont décidé qu'on allait mettre l'accent sur Marie Huguet, analyser la poésie de Marie Huguet. Je vais vous lire un poème pour vous donner une idée de la poésie de Marie Huguet. Marie Huguet, pour ceux qui ne savent pas, qui ne sauront pas, ne savent pas, c'est une personne qui est morte à 26 ans, suite d'un cancer, mais dont la poésie est d'une densité. Je me dis après que chaque mot est un flash, chaque vers est une photo, et chaque poème un diaporama. Et vous allez voir ici, dans le poème, la page 127, parce qu'il n'y a pas de, en tant que tel, il n'y a pas de titre au poème, ça se lit comme suit. Il y a ce désert acharnement de couleurs, et puis l'incommode magnificence des désirs. Il faut se restreindre à dormir, à attendre, à dormir encore. J'ai fermé la fenêtre et rentré les chaises, desservi la table et téléphoné. Il n'y avait personne. Fénélie et Bulot qui restaient au fond du verre. Toutes les saisons ont été froissées comme de mauvais scopies. Nos ombres se sont tenues immobiles. C'était le commencement des destructions. Donc, vous voyez, c'est une poésie intense. Même si elle avait le cancer, dans sa poésie, il n'y a jamais de révolte. Il y a des périodes, ce qu'on peut appeler l'expression anglaise down, des bas, mais jamais de violence ou de colère ou de... C'est une poésie dense, mais vraiment d'une beauté assez inégalée. Maintenant, pour cette section de notre émission, c'est déjà la fin de cette première section, et nous allons accueillir tout à l'heure M. Jacques Paquin, qui va nous parler beaucoup de son travail, parce que M. Paquin est à la fois professeur, chercheur, lecteur et analyste de
et analyste de poésie. Il est titulaire des lettres et communications sociales à l'UQTR, membre du CRIC de l'Université Laval, responsable de la collection Savante Frégnance et membre du conseil d'administration des éditions Le Sabord. Fait que, ça va être avec un immense plaisir que nous allons accueillir M. Jacques Faquin, qui va nous parler aussi beaucoup de Gatien-Lapointe. À tout à l'heure. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Bienvenue, chers téléspectatrices et chers téléspectateurs. Nous avons le plaisir d'accueillir en ce moment M. Jacques Faquin. Bonjour, M. Faquin. Bonjour, Louis-Marie. D'abord, merci de m'inviter à votre émission. J'ai eu le plaisir de venir lire de la poésie de Gatien-Lapointe l'an dernier, alors je suis très content de revenir dans votre région. D'accord, le plaisir est pour nous. Pour les gens qui vous connaisseraient moins, pouvez-vous nous présenter en tant que vous, en tant que personne qui est à la fois professeur, lecteur de poésie, chercheur, et puis peut-être un passionné de M. Gatien-Lapointe? D'abord, effectivement, je sais que habituellement vous invitez des écrivains. Alors moi, je ne suis pas écrivain, mais je suis plutôt lecteur. D'abord, lecteur passionné de poésie, mais aussi lecteur professionnel, parce que ce qui est arrivé, c'est que justement, au début, ça commence avec une passion. Et je vais raconter l'anecdote déjà, où au cégep, un professeur nous avait donné un certain nombre de recueils à commenter à la fin de l'année. Moi, je suis tombé sur un recueil de Roland Giguère qui s'appelle L'âge de la parole. Très beau recueil, mais sur le coup, quand je me dis qu'il fallait que je fasse un travail là-dessus, c'était comme un livre en langue étrangère. Puis en même temps, ça a développé tout de suite une curiosité pour moi de traverser ce qui était un peu opaque, le mur là, des mots qui n'étaient pas utilisés comme des mots de tous les jours. Donc ça a déjà un peu me donné un petit peu la soif de connaître un peu plus, de traverser ça, de comprendre. Et ce n'est que plus tard, même si j'ai suivi des cours de poésie, j'aimais ça, c'est que plus tard que je suis devenu lecteur professionnel. J'ai fait entre-temps, j'ai fait quelques chroniques à la revue Estuaire, une revue consacrée exclusivement à la poésie, mais bon, c'est simplement lors du doctorat, en faisant mon doctorat, puisque tout professeur d'université doit avoir un doctorat pour pouvoir avoir le droit d'enseigner, que là, je suis revenu à la poésie, mais donc à la fois mêler une passion et en même temps une profession. Parfois, les gens disent, ben oui, mais c'est ta profession, mais en même temps, il fallait bien que ça vienne d'une passion, parce que souvent, on veut consacrer notre vie à cette passion, et donc on en fait une profession en même temps. Et de ce point de vue-là, c'est pas qu'on est schizophrène, mais il y a les deux qui jouent, c'est-à-dire à la fois le plaisir de lire de la poésie, mais en même temps de le prendre comme objet d'étude. C'est ça, être chercheur, hein, c'est d'interroger cet objet-là en prenant ses distances, pas en refusant de l'aimer, mais peut-être en tenant un discours qui peut être partagé au-delà simplement de dire « j'ai adoré ça, j'aime ça, ça a changé ma vie », mais je ne pourrais pas écrire 200 pages là-dessus. Donc, il faut quand même que je fasse parler l'œuvre pour que d'autres lecteurs, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, au moins ça puisse leur ouvrir des portes pour des lectures éventuelles. Et donc, ça a commencé, parce que vous avez les livres qui sont là, donc ça a commencé avec
le livre Une passion, donc, puisque je l'ai consacré à un auteur qui s'appelle Jacques Brault. Vous êtes plus à l'aise avec moi, je ne sais pas diriger les livres. Donc, Jacques Brault, qui était ma première rencontre, un poète, je pense que tout le monde aurait intérêt à lire. C'est un poète qu'on dit mineur, parce que justement, c'est pas quelqu'un qui parlait d'intensité chez Marie Huguet, c'est pas quelqu'un qui fait des éclats de voix, mais c'est quelqu'un qui est très, très intime, très, très feutré, puis en même temps avec une petite dose d'humour, d'œil malicieux sur les regards qu'il pose sur les choses, mais il convie beaucoup le lecteur à l'intérieur de son poème, il s'en reste souvent au-dessus. Donc, on sent qu'il s'adresse au lecteur. Et c'est une poésie très, très fine, très, très, parfois un peu précieuse, mais qui a beaucoup de culture, qui peut faire jouer la poésie occidentale avec la poésie orientale, parfois. Et c'est absolument des mots relativement simples aussi. Donc, pas une poésie hermétique dès le départ. C'est ce que j'ai aimé. Je sentais qu'il y avait une rencontre entre moi et un poète. Et donc, j'ai voulu aller plus loin. Comme dans une relation d'amour, connaître chaque partie de la personne. Alors pour moi, c'était un peu ça, c'est-à-dire j'ai abordé différents aspects de cette poésie et c'est devenu un peu là, ce qui m'a fait entrer dans le monde des chercheurs. J'étais déjà embauché à l'Université du Québec à Trois-Rivières à ce moment-là, en 1995, mais ça a commencé beaucoup avec ça. Ah bon. Donc ça vous emmène maintenant, mais là, vous dites que vous êtes professeur. Oui. Donc, cette façon de vous communiquer, non seulement vous communiquer votre passion de la poésie, mais quand vous dites, qu'est-ce que vous dites à vos élèves? Racontez-moi comment vous dites à vos élèves. La première chose que je leur dis est que je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour faire un discours d'admiration sur la poésie. Parce qu'on dirait que moi, quand les discours d'admiration, je suis toujours un peu... quelque chose en moi qui se retient toujours, pas parce que j'aime pas, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont plus à l'aise pour être enflammées, pour parler de la poésie. Moi, je prends un autre, je les avertis au départ, je prends un autre moyen, c'est-à-dire que nous, on va regarder, je vais vous donner différentes clés, on va sortir une boîte à outils, puis je vais vous donner différentes clés qui vous permettraient d'entrer dans un poème. Parce que ce que je leur dis, c'est que moi, tout à coup, j'adore ce poème-là, mais que vous le trouvez ennuyeux. Bien là, le contact, alors dans le fond, puis en même temps, on est à l'université, donc, et ce que veulent les étudiants et les étudiantes, il y en a une bonne partie aussi en éducation, c'est comment je lis un poème, comment j'entre dans un poème. Alors après, je me dis, si vous avez du plaisir déjà à entrer, parce qu'il y a un petit peu un jeu de détective quand on analyse la poésie, il y a des indices, peut-être pas il n'y a pas d'assassin, là, mais il y a des indices, et donc, tel mot que je me dis, ah oui, il y a un lien, je vois, ah oui, il y a une sonorité qui se reprend, donc, on fait, puis ce qui est bien de la poésie, c'est que c'est pas comme un roman. J'ai pratiquement pas fait d'analyse du roman, c'est rond, la poésie, on peut se promener, on peut y revenir. Donc, je leur dis, si après, vous avez du plaisir au moins à chercher à l'intérieur du poème, à faire des liens, mais dans le fond, c'est ça que je vais vous transmettre. C'est déjà un plaisir de la poésie. Plutôt que de vous imposer, c'est bon, voilà un grand auteur. Parfois, on va réagir à l'inverse, on va dire, bien là, il aime ça, mais moi, j'aime pas ça. Donc, je leur laisse le choix, mais une fois qu'ils auront travaillé un poème, ils pourront toujours, un de mes étudiants me dit, quand je vois un poème, je le jette. C'est devenu la blague, le running gag dans la classe. C'est-à-dire que chaque fois, je dis, Daniel, est-ce que tu le jettes? Mais bon, c'est devenu une blague, mais en fait, c'est sa première réaction à un poème. C'est un objet étranger, qu'est-ce que c'est que ça? Je le jette. Mais bon, tout le cours leur donne des outils pour entrer. Et s'ils n'aiment pas plus la poésie, au moins, ils comprendront un peu plus comment entrer dans une espèce de forêt de symboles qui peut faire peur à des gens au départ, c'est certain. Est-ce qu'il y a quelques-uns de vos élèves qui ont dit, moi, j'aimerais expliquer, donc j'ai lu tel poème, il me dit, maintenant, je vais expliquer qu'est-ce que j'ai compris de ce poème-là, quelle recherche que j'ai faite sur cet auteur-là ou cet auteur ou auteur-là. Est-ce qu'il y en a qui font ce point-là d'aller dire, maintenant, moi, je suis prêt à défendre ce poème-là de tel auteur? Est-ce que ça Bien, je leur donne l'occasion de le faire de deux manières. D'abord, plutôt que les intimider, lui demander de faire une explication de poème devant toute la classe, je les mets en équipe de 3. Ils s'occupent d'un poème. Le recueil cette année, c'est Pour les âmes de Paul-Marie Lapointe. Il y a plusieurs types de poésie à l'intérieur. Puis en même temps, parfois, c'est pas facile, donc ça les oblige à travailler leur concept et tout ça. Et donc, ils viennent dans mon bureau. Un peu comme les personnes là, que j'écoute, là. Ils viennent dans mon bureau. Et ils sont 3, donc ils se sont partagés la boîte à outils, puis ils vont intervenir. Donc, ils sont même nerveux avant de venir à mon bureau, mais quand même, ils sont 3, puis donc il y a cet aspect-là. Donc, c'est en équipe, un poème.
à la fin du semestre, ils choisissent, je leur offre une banque de recueils, absolument les plus récents, parce que un prof a toujours peur du plagiat. C'est facile d'aller chercher des... déjà arrivé qu'il y a des gens qui viennent chercher... Donc, je leur demande simplement de faire un compte-rendu un peu à la manière de ce que fait Lettres québécoises, parce que je suis chroniqueur à Lettres québécoises, ou un peu comme s'ils faisaient la préface, un peu comme il y a une préface à Marie-Guy dont vous avez parlé. Ils font la préface du livre, donc ils présentent l'auteur. Donc, ils vont prendre un recueil, ils vont faire 3 ou 4 pages et ils présentent les différents aspects. Donc là, ils ont vraiment un recueil au complet dans lequel... Donc, ils ne viennent pas me voir, ils n'ont pas le choix de passer le cours, mais il y en a parfois qui poursuivent à la maîtrise. Et des gens qui poursuivent au doctorat, par exemple, qui décident de plonger à fond, mais en faire aussi une lecture plus professionnelle. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure que vous étiez impliqué au niveau... de la revue Lettres québécoises. Depuis une vingtaine d'années, donc, j'écris des chroniques de poésie. Pour les gens qui connaissent Lettres québécoises, c'est-à-dire que les chroniques touchent à tous les genres littéraires, les nouvelles parutions. Ça paraît 4 fois par année, donc ça peut être le roman, la nouvelle, l'essai, la bande dessinée aussi. Hein, c'est ouvert à différents... le polar, les polars, les romans policiers, la poésie, bien sûr, les essais, même les études. Et il y a souvent, un peu comme vous faites en début d'émission, des nouvelles qui sont à la fin. Donc, moi, ça ne court pas des rues, des chroniqueurs de poésie, parce que déjà, un roman, on peut toujours raconter l'histoire, il y a tel personnage, mais en poésie, à chaque fois, c'est ce que je dis à mes étudiants, il y a un nouveau code. À chaque fois, c'est pas parce que j'ai compris un recueil que je comprends les autres. Donc, ça me permet de me garder à jour avec les recueils. Puis en même temps, là, le côté professionnel, il peut jouer, mais pas seulement non plus, parce que c'est impressionniste, parce que je viens d'avoir le recueil, j'ai quelques mois pour le faire, puis on le connaît tous, je ne fais pas, je ne travaille pas 3 mois dessus. Comment on peut dire, la réaction à froid? Réaction à froid ou à chaud. Ça dépend des occasions. Là, ensuite, on va parler de cette chose-là que vous avez contribué. Oui. Dictionnaire des œuvres, ça c'est vraiment intéressant. Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec de 1986 à 1990. Oui, là, je crois c'est ça, c'est le dernier tome. Donc, c'est un projet dans lequel je suis... vous avez mentionné que j'étais membre du CRIC, c'est le Centre de recherche interuniversitaire de littérature et de culture québécoise, qui réunit des chercheurs de l'UQAM, de l'Université de Montréal et de l'Université Laval. Moi, je suis rattaché. Et c'est un des projets de l'Université Laval, c'est-à-dire de rendre compte de toute la production québécoise. Donc, si on ouvre le livre, si on cherche, c'est par ordre alphabétique d'œuvres. Alors, si on parle de la vallée des avalées, donc je cherche à avaler, je vais trouver un article, pas savant, hein, un article qui permet de rendre compte de l'œuvre avec toutes les critiques qui ont paru sur cette œuvre-là. Donc, c'est une mine. Ça devient un peu comme un patrimoine qu'on peut consulter sur toute la littérature québécoise. Là, on est rendu au tome 8, vous avez dit. Et moi, je m'occupe de la poésie, bien sûr, parce qu'il y a des spécialistes en roman, spécialistes en essai, spécialistes en théâtre, essai dans les 4 genres, poésie, théâtre, essai. Et là, on est en train, justement, de préparer le prochain tome qui va faire de 91 à 95. Donc ça, c'est un de mes projets que je partage avec d'autres de recherche, c'est-à-dire de rendre compte On essaie de couvrir tout, mais il faut faire appel à des centaines de collaborateurs qui vont écrire un article sur un recueil ou une œuvre en particulier. Donc c'est un projet... oui, je vous ai mentionné qu'il sera numérisé. On a commencé à numériser à la BNQ ou la Grande Bibliothèque de Montréal. Et si on va sur les collections numériques, je pense que au moins les 2 premiers tomes sont numérisés. C'est libre d'accès, donc vous pouvez feuilleter et aller voir les œuvres qui vous intéressent. Qui vous intéressent. Bon, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, éventuellement, le tome 8 va être numérisé. Effectivement. Je ne sais pas dans combien de temps, mais... On va revenir un peu tout à l'heure à ça, parce que là, là-dedans, je sais que vous avez travaillé sur Gatien à la Pointe. Pas dans celui-là, parce qu'il n'a pas publié... non, il n'a pas publié en 86, donc il est mort en 83. Donc, mais quelqu'un qui voudrait retourner en arrière, les œuvres de Gatien à la Pointe ont été commentées dans des par mois. Oui. Maintenant, on va aller un petit peu. Ça s'appelle « À nous demain ». Ah oui, donc on va en parler tout à l'heure. C'est parce que mes recherches actuelles portent sur Gatien Lapointe. Gatien Lapointe. Mais comme Gatien Lapointe est le fondateur des Écrits des Forges, fondé en 1971, je me suis intéressé, bien sûr, puis en même temps, j'ai des amis, je suis trifluvien, donc j'ai connu cette période-là parce que j'étais un étudiant de Gatien Lapointe, donc je me suis intéressé également à la maison d'édition qu'il avait fondée.
il n'y avait rien eu de publié sur les forges, dont on parlait simplement dans des chroniques. Donc, je me suis dit, on va réunir des chercheurs qui vont s'interroger ou qui vont parler des auteurs des forges, de la conception éditoriale des forges aussi, et de certains recueils. Il y a des articles d'ailleurs sur Gatien-Lapointe. Et donc, donner une espèce de radiographie, de tour du paysage des écrits des forges. On part du début jusqu'en, je ne sais pas si j'ai mis les années, là, oui, 2011. Donc, différents chercheurs qui sont venus parler. Parce que les forges, c'est bien sûr les poètes québécois qu'on publie, mais également il y a des coéditions avec les poètes de l'Acadie, il y a des coéditions avec des poètes du Mexique aussi, il y a des échanges entre les deux. Donc, c'était une maison au départ régionale qui encourageait les jeunes poètes d'ici, mais qui est devenue ensuite nationale en invitant des poètes montréalais après la mort de Gatien-Lapointe, et ensuite internationale parce qu'il y a de multiples coalitions avec d'autres pays. Donc, c'est devenu une maison d'édition très importante au Québec et du point de vue international. Bon, ça, c'est quand même bon. Et celui-là ici. Vous l'aidez un peu, il est un peu loin. Oui, c'est un peu loin, celui-là. Alors ça, c'est dans la collection qui s'appelle, c'est aux presses de l'Université d'Ottawa, puis c'est la collection Archives des lettres canadiennes. Et les archives des lettres canadiennes s'intéressent toujours à des dossiers très... au départ, ils ont fait, dans les années 60, fin des années 60, ils ont fait le théâtre, la poésie, le roman. Après, ils ont ajouté l'essai. Et maintenant, d'ailleurs, ils vont faire un numéro sur les archives littéraires, ce qui m'intéresse beaucoup. Donc, comme la poésie, le dernier tome se terminait sur des contributions qui arrêtaient la poésie en 1969, un peu en retard, donc ils m'ont demandé si je voulais encore là réunir des chercheurs sur la poésie qui se fait maintenant. Et donc, encore là, plusieurs chercheurs se sont intéressés sur la poésie des années 70 aux années 2000, autant des auteurs que des maisons d'édition. Et moi, j'ai signé l'article sur les écrits des forges, Gatien-Lapointe et les écrits des forges. Ah, bon. Et là, peut-être qu'on va aborder... C'est là-dedans. C'est à ce moment-là que j'ai lié à la fois mes recherches sur les archives de Gatien-Lapointe et ma connaissance des écrits des forges. Je fais tout l'historique des écrits des forges et même le moment où Gatien-Lapointe décide de venir à l'UQTR pour enseigner et par la suite fonder les écrits des forges. Le livre s'intitule « Nouveau territoire de la poésie francophone au Canada, 1970-2000 ». Oui, alors un titre très large, francophone et au Canada, parce que c'est pas l'Université d'Ottawa, c'est quand même les archives des lettres canadiennes, donc c'est... Mais aussi pour, si vous êtes intéressé à la poésie acadienne, il y a également la poésie acadienne comme... alors, une législation plus connue, le nom ne vient pas. Général Leblanc, bon, un autre nom important, il m'échappe. Et la poésie franco-ontarienne, Patrice Desbiens, par exemple, est connue, je pense. Et, je pense qu'il est en nomination pour un prix en ce moment. Donc, ça couvre à peu près tous les aspects de ce qui se fait présentement en poésie. Poésie de la ville également, etc. Bon. Maintenant, donc, vous avez toujours des projets. Vous avez un projet que vous avez mis à un livre qui va paraître prochainement. Oui. Alors, c'est... je peux vous donner peut-être l'historique de cette recherche-là. Très alors, donc, j'avais... simplement dire un mot là-dessus, parce que j'avais travaillé sur... parce que chercheur cherche toujours donc un sujet. Je ne voulais pas continuer sur ma thèse en tant que telle. Il y avait peut-être des choses que j'aurais pu développer, mais je voulais changer. C'est pas bon pour un chercheur de changer. Il vaut mieux rester sur la ligne. Mais bon, moi, il me semblait que j'avais épuisé ce que je voulais dire. Donc, je cherchais autre chose, puis je commençais à m'intéresser. La question, je me disais, bon, la poésie, il y a le roman, il y a de l'histoire qui traverse ça, il y a de la philosophie, il y a de la psychologie, il y a plein de choses. Mais je me disais, la poésie, elle est plutôt réfractaire, il n'y a rien qui rentre. Peut-être, oui, un peu de psychanalyse, comme le jeu qui s'exprime, de l'histoire quand même. Dans Hugo, Victor Hugo, il y a beaucoup d'histoire, on n'échappe pas. La sociologie, la philosophie aussi. Vous parlez d'Yves Bonnefoy, la poésie et la philosophie sont importantes chez cet auteur-là. Je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été touché ou dont on parle assez peu? Et là, je me dis, la science. La science, on la trouve tous les jours. Il y a même des expressions idiomatiques qu'on utilise avec la science. Et je me dis, est-ce que la poésie résonne à l'intérieur de ça? Donc, un chercheur ne cherche jamais seul.
embauche toujours des étudiants, ça les forme Ouais, en même ouais, temps. ouais, Donc, j'avais ouais. demandé. Et il n'y a pas de recueil qui s'appelle Poésie scientifique ou Poésie et sciences. Donc, il a fallu lire à peu près tous les recueils, voir tous les titres. Parfois, ce n'était pas des recueils, c'était des titres. Et j'ai ramassé un certain nombre de textes québécois. Ça va de Saint-Denis, au début du siècle, Saint-Denis-Garneau, je sais pas, Riopelle, jusqu'à les années 2000, des textes dans lesquels la question de la science est présente. Et là, j'ai eu le plaisir de voir qu'il y avait plusieurs types de poésie. Des poésies qui utilisent la science, des poésies qui sont plutôt en concurrence avec la science, parce que parfois, il y a une espèce de combat entre les deux, c'est pas le même genre de savoir. Hein. Et d'autres qui deviennent lyriques. Il y a Justin Felix, par exemple, qui est originaire de grand-mère, qui fait une déclaration d'amour en utilisant des mots scientifiques. Il y en a d'autres qui s'en moquent, il y a un côté ludique. Donc, il y a à peu près tous les cas de figure. Et en même temps, ça peut intéresser des gens qui ne s'intéressent peut-être pas à la poésie en premier lieu, mais qui sont des gens de science et qui ont pu voir, on va aller voir, la science intéressante. Il y a des protons, il y a de la physique, il y a de la chimie, il y a de la botanique. Il y a un magnifique poème qui est connu, celui-là, quand même, de Paul Marie Lapointe, qui s'appelle « Arbre », où c'est tout la nomenclature des arbres du Québec et du Canada qui sont nommés, qui sont poétisés, à partir duquel le poète fait des associations d'idées avec les mots eux-mêmes, ce que ça peut lui inspirer. Et même quand on lit le poème qui est sur plusieurs pages, c'est comme si on voyait une forêt. Donc, il y a plusieurs types de textes. Et donc, ça, j'avais fait ça. Ça allait bien. Il faut avoir des subventions quand on était chercheur. Puis bon, j'avais pas eu de subventions beaucoup. C'est pas que ça m'a découragé, mais je me dis, bon, d'accord. Je pourrais réunir éventuellement ces articles-là. Mais là, le hasard fait bien les choses. Je savais qu'il y avait des archives personnelles de Gatien Lapointe qui avaient été déposées par ses héritiers après sa mort. Et je savais que c'était dans un pavillon qui n'est plus pavillon maintenant de l'UQTR, mais maintenant, à ce moment-là, qu'il était. Il y avait une salle de recherche où j'avais des collègues qui travaillaient, où je travaillais aussi. Puis il y avait une petite porte qui était l'entrepôt du Musée québécois de culture populaire, en fait. Et j'ai frappé à la porte en me disant, bon, il n'y a personne qui va répondre, probablement. Et il y a un monsieur qui a répondu. J'ai dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que, par exemple, il y aurait les archives de Gatien Lapointe? Il dit, oui, tout à fait. Ah oui, est-ce qu'on peut les consulter? Oui, j'ai même la liste des objets. C'est assez vague, là, mais toute la liste. Alors, je suis entré à l'intérieur de ça. J'avais au moins une cinquantaine de boîtes de carton remplis, avec un classeur aussi, au moins 3-4 tiroirs remplis d'une correspondance avec sa mère, avec ses sœurs, avec des amis, avec des écrivains. Et il y avait un journal intime des années 50, à sa sortie du séminaire. Il y avait toute sa bibliothèque personnelle qui était là. Mais en même temps, c'était énorme parce que là, j'étais à la fois exalté, en même temps un peu intimidé parce que là, j'entrais dans la vie intime de Gatien Lapointe, dans des choses que personne d'autre, à part peut-être lui, et peut-être très proche, avait lu. Et là, j'entrais dans son intimité. Et donc, ça m'a beaucoup exalté. Parce que moi, j'avais connu Gatien Lapointe comme étudiant, mais comme je n'étais pas écrivain, je n'étais pas poète, j'étais beaucoup plus entouré de jeunes qui faisaient de la poésie, qui suivaient ses cours de création. Alors que moi, je l'ai eu comme étudiant, simplement dans des cours chansons québécoises, des critiques. Il m'intimidait un peu. C'est quelqu'un qui avait quand même une certaine prestance. Donc, j'étais... mais j'ai aimé aussi. Donc, moi, j'ai connu l'autre Gatien Lapointe, le Gatien Lapointe intime. Parce que sa poésie, je pouvais l'apprécier, mais je suis plus du côté de Brault. C'est plus intime. Donc là, je retrouvais peut-être la part intime que j'avais trouvée chez Brault. Mais c'était un travail immense parce qu'il fallait quand même que je dise qu'est-ce que je fais avec ça. Je ne peux pas tout prendre. Il faut que je classe. Et bon, c'était par étapes. D'abord, au niveau des dates, ça se passe à quel moment, tel écrit. Je vais faire également la datation de la correspondance. C'est dans quel ordre, à qui, dans quel lieu, est-ce qu'il est à Paris. Alors, déjà, au moins, commencer à me faire une tête sur les différentes choses. Et le dernier projet, j'ai un journal intime que je vais publier. Je ne sais pas encore déterminer à quel endroit. Je sais que l'effort, j'aimerais bien l'avoir, mais je ne sais pas si c'est le meilleur endroit. Donc, il y a la bibliothèque aussi, toute la liste de ces livres. Et dans les livres, ce qui est intéressant, la bibliothèque d'écrivains, c'est qu'il y a des dédicaces. Donc, différentes personnes qui ont fait des dédicaces. Donc, ça permet de voir tout un réseau, d'où ils viennent, et qu'est-ce qui a été souligné. Et qui l'ont peut-être, j'ai vu par exemple un livre de Camus, est-ce que c'est Noce, qui a influencé une partie de son écriture. Donc, on peut voir toute la fabrication. Et donc, le dernier en date, c'était justement d'essayer de... Au début, je me suis dit, bon, j'ai au moins ramassé tout ce qui a été publié en revue. Parce que parfois, un poète
Parfois, il lance ses poèmes Dans en les revues, revue, mais ça ne veut pas dire qu'il va les reprendre en recueil. Et il y en avait beaucoup là-dedans qui n'ont jamais été repris en recueil. Donc, j'ai commencé comme ça, puis après, j'ai commencé à grandir. Je me suis dit, ah ben non, mais c'est intéressant ce texte-là, je peux avoir quelle année, je suis capable de le situer, il l'a signé. Donc, je mets. Lui, il l'aurait peut-être pas mis, lui, il l'a peut-être écarté. Il y a des gens qui pourraient dire, pourquoi publier des écrits que lui-même a écartés? Parce qu'il y a une différence entre du vivant de l'auteur, qui a ses choix, qui peut écarter des œuvres ou des poèmes dont il est moins satisfait ou qui n'entrent pas dans la logique du recueil qu'il est en train d'écrire. Ça, c'est ses choix, son vivant. C'est bien. Mais une fois qu'il est mort, au fond, ses archives, ça devient un patrimoine national. Et à ce moment-là, c'est plus tellement ce que lui aurait voulu ou pas, c'est de dire, bien, dans le fond, le poète mort devient lui-même notre patrimoine, donc devient un peu notre mémoire à tous. Alors, j'ai réuni, on sait très bien, on voit très bien que ce n'est pas une œuvre de... Ah, il n'est pas là, bien sûr. Je ne sais pas s'il est projeté, là, la couverture. La couverture, ils vont la projeter, oui. D'accord. Donc, j'ai réuni à la fois des textes qui étaient publiés en revue, des textes qui avaient été repris par un petit livre qui s'appelle « Le tard dans la nuit aux forges », mais je me suis dit, on ne laissera pas ça de côté, on va tous les mettre ensemble, et des poèmes totalement inédits aussi qu'il avait dans ses boîtes. Il fallait à chaque fois que je trouve la date, quand est-ce que ça devait être écrit, est-ce que ça faisait partie d'un recueil, donc il fallait tout... Donc mon livre a trois parties. La première partie, tout ce qui s'est publié en revue. Oui. De son vivant ou après son vivant. Il y a des gens qui ont publié certaines. La deuxième partie, tout ce qui est inédit totalement. Et la troisième partie, ce sont des notes. Alors, les gens peuvent lire le recueil en tant que tel, pas s'occuper des notes du prof. Mais les gens qui veulent en savoir plus, ce n'est pas des notes savantes, simplement pour situer les dates ou donner quelques indications. Là, je pourrais vous donner une anecdote là-dessus, si vous voulez, que j'ai retrouvée. Donc, des notes qui expliquent les choses. Donc, trois grandes parties. Oui, une petite anecdote là-dessus. Au département de français, il y a, je ne pourrais pas le réciter par cœur, au département de français, il y a une petite murale de Gatien-Lapointe, un dessin de Gatien-Lapointe. Et il y a un poème qui est écrit, là, je ne le saurais pas par cœur, donc, mais très, très court, mes routes, bon, je ne sais pas par cœur, donc je ne saurais pas le dire par cœur. Et j'essaie de trouver l'origine de ce poème-là, parce que je ne le retrouvais nulle part. Et moi, j'ai copié tous les recueils. Je les ai tous sur mon ordi, de sorte que quand j'avais un vers ou un morceau de poème, j'allais voir dans tous les recueils, sur mon ordi, je faisais une recherche pour voir s'il était dans le recueil ou pas. Il ne fallait pas que je me trompe, mais un inédit là, qui était publié. Mais lui, je ne le trouvais nulle part. Et je sais qu'il y avait un collègue qui avait organisé un petit colloque sur Gatien-Lapointe à l'époque, puis il apparaît également ce petit poème-là que je trouvais nulle part. Je l'ai appelé et j'ai su que c'était Gatien-Lapointe qui lui avait donné ce poème-là pour le consoler de la mort de son fils, qui était mort de leucémie. Alors, c'est un poème donné, finalement. Et donc, quand on fait ça, c'est l'impression pas simplement de faire de la poésie, c'est quelque chose de très, très humain. Il a donné, finalement, donc, la générosité de Gatien-Lapointe. Et la seule chose qu'il pouvait donner, qui était peut-être plus précieux pour lui, c'est un poème. Donc, il avait donné un poème, donc je l'ai reproduit, je l'explique à l'intérieur de l'anthologie. En tant que tel. Est-ce que c'est l'occasion de lire peut-être un inédit que j'ai retenu pour vous? Alors, c'est un inédit, donc qui n'est jamais paru nulle part. Et le poème s'appelle « Ars », c'est H-O-R-S, comme « Hors les murs ». Je vais vous le lire, peut-être une gorgée d'eau pour... Et ça donne une certaine idée de sa conception de la poésie. Je déambule vers des univers particuliers, où les mots me tiennent les mains. Ils sont complaintes ou denses, on ne les entend que dans l'inaudible. Malléables comme l'étain, ma voix les sculpte, les attise. À mon feu, ils s'étirent ou crépitent. Lente métamorphose, obscure gestation. Puis, l'incendie rage au circuit de mes doigts. L'écorce sue et se brûle les veines, tandis que sous des soleils noircis, l'eau du poème s'apprête à jaillir. Alors là, on sent toute l'intensité du poète. C'est quelqu'un de très intense, très entier. Gatien-Lapointe, des gens qui le trouvaient rigide, mais c'était parce qu'il était habité par une flamme et aussi par la mort. Parce que Gatien-Lapointe est quand même mort jeune, à 52 ans, et on lui avait
diagnostiqué un problème au cœur. Je ne sais plus à quel âge, mais assez pour qu'il ait cette idée-là de la mort. Et son père était mort d'un problème de cœur à 52 ans, alors que Gatien Lapointe avait 12 ans. Ah, bon, Il bon. raconte dans une lettre, d'où l'intérêt des archives, une lettre à ce moment-là, il était professeur à l'Université de Sherbrooke, Joseph Bonenfant. Il raconte dans une lettre qu'il n'était pas capable de dire un mot à son père qui était à l'agonie. Il n'avait pas pu lui parler avant qu'il meure. Il est allé chercher une feuille d'arbre qu'il avait mis sur sa tombe. Et ce qu'il raconte à Joseph Bonenfant, il dit le mot que j'ai pas pu dire, dans le fond, c'est pour ça que j'ai écrit. Ce que j'ai pas pu dire à mon père. Ah, bon, bon, bon. Et les recueils, il y a le temps premier, il y en a un qui s'appelle le premier mot. Il y a toujours l'idée du premier. Donc, dans le fond, son élan vers l'écriture, c'est peut-être la mort de son père et le fait de ne pas être capable de prononcer les mots qu'il fallait pour lui dire la peine qu'il avait à 12 ans. Et ça a changé. Et en même temps, ça l'a jeté sortir du paradis en enfance à 12 ans. Oui. Et ça l'a jeté vers la mort. Hein. La première mort de son père. Et je pense que toute sa poésie peut être lue, en tout cas, il ne faut pas la limiter à ça, mais le premier élan de l'écriture de Gatien Lapointe, c'est sûrement, il le dit lui-même, cet événement-là qui est fondateur, mais qui en même temps qui crée une cassure dans sa vie, mais qui va en même temps donner lieu à une œuvre poétique qui a été célébrée partout. Donc, les archives permettent de lier, dans le fond, on peut faire une très belle analyse de poésie. Ça suffit comme ça. Je leur dis à mes étudiants, vous n'allez pas lire partout. Qu'est-ce que vous faites devant un poème? Exactement. Mais en même temps, on peut voir le côté humain derrière, ce qui peut être le motif d'écriture. Ouais. Écoutez, vous avez ça? Oui. Oui, j'ai une photocopie qui n'est pas tout à fait celle que je vous ai envoyée, là, mais qui n'est pas à jour, qui sera la page... c'est pas tout à fait ça, mais ce sera la page couverture de... Gatien Lapointe, les poèmes retrouvés. Oui, donc je l'ai intitulé « Poèmes retrouvés » parce qu'ils avaient été retrouvés. Donc, et comme Gatien Lapointe, on considère souvent que c'est un poète de l'origine, donc il revient. Et, l'origine, donc, de ce que ça reproduit un poème qui est écrit sur une chaise. Sur une chaise? Sur une chaise. Alors, c'est un artiste, je pense, c'est Marc-André Goulet. J'espère que je ne vais pas faire d'erreur, je n'ai pas eu le temps de vérifier une deuxième fois. C'est à la gare du Palais à Québec. Et il y a plusieurs chaises comme ça de poètes où il y a des poèmes qui sont reproduits. Surtout des chaises vides. Ça représente bien sûr c'est un point qui n'est plus là, une chaise vide. Et c'est tiré d'un de ses recueils qui s'appelle Le Premier Mot. Voulez-vous le lire? On peut bien le lire. Je vais mettre mes lunettes. Toute couleur effacée, tout parfum supprimé, toute parole étouffée, muet et blanc. Intolérable blanc, ce pays ne retient que les éclats du sang. Je trouve que ça vous donne seulement des idées aux gens d'aimer Gatien Lapointe. Oui, bien en fait, de retrouver le Gatien Lapointe peut-être qu'ils aiment, connaissent déjà, mais mettons le Gatien Lapointe qu'ils vont reconnaître, même avec des textes peut-être qui seront également différents. Fait que tout à l'heure, on a forcé mettre le titre de ce livre-là, ici, qui a donné, qui vous a, comme vous avez expliqué, qui vous a donné le goût d'aller. S'intitule Anthologie, science et poésie. Anthologie, science et poésie, M. Jacques Franquin. Aux forges, aux écrits des forges. Ça, c'est aux écrits des forges. Donc là, vous avez des poèmes. Ça, c'est vraiment très intéressant. Merci. Différents poètes. Donc là, vous avez ce projet-là, ce livre-là, vous va apparaître à l'automne. Oui, puis bientôt, puisque j'ai contacté l'éditrice. L'éditrice m'a contacté pour les dernières petites corrections mineures. Puis elle voulait avoir que je lui donne le feu vert rapidement parce qu'elle veut l'imprimer, elle veut l'envoyer à l'impression cette semaine. Et comme c'est le 45e anniversaire des Forges, bien sûr,
ils veulent sortir le livre pour souligner Pour en même temps le souligner cet élément-là. 40e anniversaire. Et je peux en profiter pour dire que, dans le fond, c'est Berthierville, l'île du Pas, qui a eu l'occasion d'entendre les premiers inédits de Gatien-Lapointe, parce que quand j'étais venu à votre invitation lire des poèmes de Gatien-Lapointe, j'avais lu une partie des inédits. Et là, je reviens, et vous êtes les premiers également devant qui je parle de la parution avec la couverture de... Donc, Berthierville est favorable à Lapointe beaucoup. Tant mieux, merci beaucoup. En passant, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, on parlait beaucoup des écrits des Forges. Vous pouvez aller sur le site des écrits des Forges. Et une fois que vous êtes sur les écrits des Forges, vous pouvez vous inscrire pour recevoir l'infolettre qui s'appelle Radar. Radar, parce que c'est une collection qui était fondée par Gatien-Lapointe et il a écrit un recueil également qui s'appelle Arbre Radar. Donc, c'est une collection pour lui rendre hommage. D'accord. Maintenant, on va peut-être... Est-ce que le prix Piché? Non, c'est pas là. Non, C'est pas là qu'on en parle, du prix Piché. Le prix Alphonse Piché. Alphonse Piché, on pourrait en parler. Tantôt. On pourrait parler. Comme vous voulez. Parce que, M. Paquin, vous êtes impliqué au niveau du Festival international de poésie de... Oui, parce que quand j'ai été embauché jadis, une des conditions, bien sûr, il voulait avoir un chercheur en poésie, parce que Trois-Rivières, capitale mondiale de la poésie, et donc quelqu'un qui fasse également le lien entre l'université et la communauté tréfivienne et le festival. Donc, au départ, j'organisais un petit concours de poésie à l'intérieur des murs de l'université, puis il y avait un poète du festival qui venait lire. Ouais. Mais après, l'université s'est engagée davantage et donc a contribué au prix qu'on appelle Alphonse Piché. Alphonse Piché, qui était un poète de la région de Trois-Rivières, et un prix Piché, ça, on fait l'invitation à tous les gens de la région, hein, c'est ouvert à travers le Québec. Donc, il récompense une suite de 20 poèmes, mais qui n'ont jamais été publiés en recueil. Donc, quelqu'un qui n'aurait jamais publié un recueil dans une maison d'édition reconnue, vous êtes édité vous-même, vous pouvez le faire, hein, parce que c'est pas dans les grandes maisons d'édition. Et c'est quand même assorti d'un prix de 2000 $ pour le prix. Il y a toujours une mention, je pense que 500 $. Et à ce moment-là, le recueil, les deux mentions sont publiées. Autrefois, c'était aux Forges, mais maintenant, c'est aux éditions d'art Le Sabord. Donc, ça fait de très beaux livres. Et donc, les gagnants de cette année ont été publiés aux éditions d'art Le Sabord. Donc, vous êtes un des administrateurs. Oui, j'ai eu le plaisir de t'inviter parce qu'il voulait avoir un représentant de l'université également en lettres. Donc, je fais partie du comité administratif des éditions du Sabord qui fait de très, très bonnes choses, à la fois au niveau littéraire, au niveau artistique. C'est une revue qui est reconnue internationalement parce qu'elle mêle à la fois la littérature et beaucoup de poésie et la question des arts. Il y a une directrice littéraire et une directrice artistique. Donc, c'est quand même unique. Comme phénomène. Donc, je peux supposer que dans l'édition du Sabord, il y a des peintures. Il y a des peintures, il y a des reproductions de peintures, il y a des discussions également. Il y a on présente aussi des galeries d'art. Donc, tous les gens qui s'intéressent aux arts, la peinture, l'art moderne, vous aurez de quoi vous nourrir parce que les deux coexistent à l'intérieur d'une revue. C'est ce qui est particulier. Est-ce qu'il y a des liens qui peuvent se faire entre une peinture, puis un poème? Est-ce qu'à un moment donné... En général? Oui. Ah oui, depuis longtemps, même à l'époque des surréalistes. Les surréalistes, André Breton et compagnie, collaboraient beaucoup avec un des peintres à l'époque. Roland Giguère, dont j'ai parlé de l'âge de la parole, était lui-même un peintre. Oui, c'est vrai. Donc, il y a toujours eu une accointance naturelle. Dans la revue Sabord, là, si vous avez demandé... Oui. À un moment donné, là, nous faisons 5 peintures, puis là, maintenant, ceux et celles qui voudraient créer un poème suite à ça. Oui, je suis à peu près certain, je vais voir l'historique, parce que ça date ça passe quand même depuis 83, je crois. Oui, je suis à peu près certain que ce phénomène est arrivé. Je peux d'ailleurs vous dire le prochain thème pour les gens, parce qu'on peut toujours soumettre des textes. Hein? Et les prochains thèmes, c'est écho et silence. Écho et silence. Oui. Alors, je ne sais pas s'il y en a un, c'est écho, l'autre silence, ou c'est écho et silence, mais peu importe.
Donc, quand vous pouvez ouvrir la revue, au moins, vous la voyez sur le... Puis regardez c'est quoi le prochain thème. Absolument, je pense qu'on envoie, surveiller peut-être les Facebook. Je soupçonne qu'en faisant l'édition d'or. Le sabord, Le oui, sabord. oui, mettez édition, parce que sinon vous allez tomber sur les 1000 sabords de D'accord. Capitaine Haddock. Les éditions d'or, le sabord. Oui. Trois-Rivières, là, je soupçonne. Oui, puis vous avez un site aussi qui Vous qui reste à améliorer, là, mais Non, vous avez mais quand même un on site. a au moins des renseignements. Vous avez des renseignements aussi. Oui, tiens. Oui. Bon, fait que moi, On fait le tour de moi. Non, je crois qu'on a... Je pense qu'on a fait... Voulez-vous que je donne les... Oui, ça serait vous bon. l'avez donné quand même, hein? Mais pour les gens justement qui cherchent de bonne lecture, bon, monsieur... Non, mais prenez comme ça. Là, oui, comme Louis-Marie a parlé de Louise Dupré qui a fait Plus haut que les flammes, qui a remporté le prix, un spectacle. Mais j'ai entendu au festival également le recueil dont vous avez La main hantée. Et ce qu'elle a lu au Zénob, à ce moment-là, c'est intéressant parce que c'était la douleur. Elle s'intéresse souvent à la douleur des autres. Et la douleur d'aller porter son chat. Euthanasié. C'est quand même banal d'écrire « J'ai porté mon chat », mais la manière dont elle l'écrit, ça touche à quelque chose de plus large. Probablement pour les amoureux des chats, ils vont très bien comprendre, mais ça touche à quelque chose peut-être de notre rapport avec les animaux aussi. Donc c'était très touchant. J'ai le recueil, mais je n'ai pas encore terminé de le lire. Il y avait, la gagnante du Festival international de la poésie, Carole David, une poète des Herbes rouges, et dont le recueil s'intitule « L'année de ma disparition ». On parlait tout à l'heure d'écriture choc, avec l'année de ma disparition. Encore là, une écriture très accessible, mais en même temps, on ne sait pas d'où ça vient, mais il y a comme un coup de poing qui se passe quelque part. Et elle-même disait, je ne sais pas ce que j'écrivais, je ne sais pas toujours si ça va devenir un poème, ce que j'écris, donc une espèce d'inconscient. Mais c'est un recueil très déstabilisant, mais pas... une certaine dureté, mais pas de violence des mots. Là, hein. Il n'y a pas de vulgarité, tout ça, mais quelque chose qui vient nous chercher, qui détonne beaucoup, très particulier. Si on veut avoir une expérience particulière de poésie, il faut vraiment lire Carole David et puis revenir ensuite à ses anciens recueils. Je pense que ça va. Peut-être pas besoin de ça. Non. Donc le festival est toujours en cours d'ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai, là, il se termine le 9. Oui, je pense que pas bon dans les dates, là, mais... Oui, mais bon, le 9 octobre. Oui. Fait que le 9 octobre. Fait que je crois que nous avons fait le tour du jardin, si je peux m'exprimer ainsi. L'important, c'est que j'attire l'attention de nos téléspectateurs. C'est évident que dès que le livre de M. Paquin va paraître, je vous en parlerai de façon plus large, là, des poèmes retrouvés de Gatien Lapointe. Je vous enverrai une copie. Fait que, merci beaucoup. Fait que, je vous remercie infiniment beaucoup, M. Paquin, d'avoir accepté notre invitation. Et j'espère que l'entrevue vous a plu. Et puis, tout à fait. J'espère que tout à fait. C'était un plaisir de partager ma passion et ma vie professionnelle avec vous. D'accord. Fait qu'on vous dit que... Avez-vous d'autres projets quand même, monsieur? Avez-vous d'autres projets que ça? Hein? Oui, bien présentement, je fais une co-direction d'un livre consacré à un poète qui s'appelle Paul Chanel Malenfant et qui sera publié au Norrois. Donc, on a demandé à la fois à des chercheurs, mais aussi à des poètes de rendre hommage à Paul Chanel Malenfant. Ça va s'appeler Sensoriel au féminin. Sensoriel, parce que la poésie de Paul Chanel Malenfant était très sensuelle. Rendre compte de ça. Et j'ai un article aussi qui va... là, c'est encore sur Gatien Lapointe, mais sur à partir d'un recueil, j'ai comparé 6 versions d'Arbre à Radar. Parce qu'il y avait 6 versions, on appelle génétique du texte. Donc, il y a cet aspect-là. Peut-être autre chose qui s'en vient. Il y a la publication du journal intime de Gatien Lapointe. La publication également de toute sa bibliothèque. Et j'ai d'autres choses qui s'en viennent, mais là, ça ne me vient pas en tête. Non, mais déjà, quelque chose Chanel Malenfant, c'est déjà bien. Donc, dès que vous avez des parutions, vous nous faites savoir, puis ça nous fait plaisir de vous en rendre compte. Fait que, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Et puis, en tout cas, bravo pour tout le travail que vous faites. Puis,
de nous aider à mieux connaître, à mieux cerner Gatien Lapointe, non seulement poète, professeur, mais également fondateur d'une maison d'édition qui est connue internationalement actuellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, là. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, l'émission tire à sa fin. Donc, j'en profite pour vous remercier d'écouter, de participer à cette émission. Je remercie également notre invité d'aujourd'hui, M. Jacques Faquin, qui nous a fait découvrir Gatien Lapointe, et également son implication au niveau de la poésie comme professeur. Je remercie également CTRB TV qui nous permet justement cette émission. Et un mot particulier, un mot vraiment formidable pour notre technicien, M. Michael Chevrette. Je remercie donc à vous toutes et à vous tous, à Michael Chevrette, à M. Faquin, à CTRB. À la prochaine. Merci.